On y va, on est parti pour le premier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, lundi 22 mars 2021. Les traditions du lundi, on va commencer avec les prix des différents composants, à savoir les cartes graphiques, spoiler alert, toujours pas disponible. Ensuite les processeurs, là on a du stock, c'est mieux. On aura la RAM comme d'habitude, les SSD, les habitudes du lundi. On continuera avec les habitudes du lundi et le top 10 des ventes Steam de la semaine passée. Pas de grands changements cette semaine, pas de gros nouveaux dans le top 10, mais plutôt une continuité. On parlera ensuite d'une petite news que j'ai vu passer dans le week-end et qui m'a interpellé, donc j'aimerais en parler avec vous. Une news qui traite du premier démantèlement de lignes cuivrées, donc les lignes téléphoniques qui sont utilisées qui étaient utilisées pour le téléphone et aussi pour Internet via différentes technologies, notamment d'abord la DSL et ensuite pourquoi pas d'autres trucs. Donc les premières lignes qu'on enlève, vraiment, ça peut surprendre, vu que encore beaucoup de gens n'ont pas accès à la technologie suivante qui est la fibre. Mais ils sont chauds, ils ont déjà des plannings et je suis un peu surpris, mais ils veulent pas que ça traîne. On parlera ensuite des nouvelles Xbox et d'une petite technologie dont elle pourrait bénéficier très bientôt sur une multitude de titres. On parlera du Dolby Vision sur Xbox Series X et S. Je vous expliquerai vite fait ce qu'est le Dolby Vision et ce que ça promet. Pour l'instant, c'est encore en test. Et ensuite, on parlera des cartes graphiques. Alors, à ma grande surprise, multitude d'annonces de nouvelles cartes graphiques, alors qu'actuellement, il est quasiment impossible d'en acheter une et totalement impossible d'en acheter une à un prix correct. On continue de nous annoncer toujours plus de nouveaux modèles. Mais non, merci. Merci à toi TheJa pour les 4 mois déjà consécutifs. Incroyable, merci pour ton soutien, ça fait très plaisir. Donc oui, plein de modèles de cartes graphiques, que ça soit AMD ou Nvidia, tout le monde s'y met, tout le monde en annonce. Personne n'arrive à tenir des stocks, mais toujours des nouvelles cartes. Ça dégoûte un peu. On parlera, pour finir, vite fait, de la limite, le bridage qui a été mis en place par Nvidia sur sa série 3060 pour qu'elle ne soit pas utilisée pour miner de la crypto-monnaie. On en parlait vite fait la semaine dernière et là on a trouvé 1 milliard de moyens de faire sauter cette limitation visiblement. Donc voilà, ils ont essayé, ça n'a pas tenu. On savait que ça allait pas tenir, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Et on finira avec, on peut dire, un écran ultime pour profiter des consoles next-gen. Le prix est tout aussi ultime que ses caractéristiques, donc voilà, si vous n'êtes pas riche, laissez tomber. Mais vraiment, c'est ce que tout le monde aimerait avoir en plus de sa Xbox Series X ou de sa PS5 pour profiter à fond du potentiel de ces nouvelles consoles qui sont surpuissantes, mais réellement surpuissantes, clairement. Donc voilà, c'est le futur à des prix du futur. On commence tout de suite, avec les prix. D'ailleurs, la transition est toute faite. Même si on commence avec les prix des cartes graphiques, on va pas épiloguer. Elles sont plus chères que jamais et non disponibles. Incroyable. Et malheureusement, là où on savait que les dernières générations étant très recherchées et en stock plutôt limité avaient tendance à exploser en termes de prix, maintenant on en est sur toutes les générations, même les moins puissantes, les plus vieilles générations encore commercialisées. Tout ce qui peut faire tourner un jeu vidéo maintenant est vendu à un prix indécent et en plus, le peu de stock qui est mis en rayon
disparaître dans les secondes ou minutes qui suivent. Donc c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. On sait qu'il y a de la production. On ne dit pas qu'il n'y a pas de production. On dit juste qu'il n'y a pas assez de production, que voilà, il y a des gens qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Vous imaginez bien que les marques qui vendent des ordi tout fait, tout monté, eux, sont prioritaires par rapport aux clients lambda, comme souvent les professionnels sont privilégiés. C'est un peu normal, hein. C'est un peu normal, même si ça dégoûte. On va pas se mentir, ça dégoûte, mais c'est un peu normal. Ça a toujours été comme ça et quelque chose qui ne changera probablement pas. Du coup, honnêtement, je vais rien dire de plus à part c'est trop cher. Si vous avez absolument besoin d'en acheter une, allez-y et bon courage. Déjà, bon courage pour en trouver une et en plus bon courage pour la payer parce que si vous voulez quelque chose de performant, ce sera vraiment hors de prix. Et pas d'éclaircie à l'horizon. Là-dessus, on est bien embourbé et on risque de le rester pendant encore au moins plusieurs mois, clairement. Donc voilà, on attendra des jours meilleurs. On continue avec les processeurs. Les processeurs, c'est important en ce moment de suivre, surtout du côté d'Intel, qui, à la fin du mois, va sortir sa nouvelle génération. On a parlé des problèmes de stock sur les cartes graphiques, mais les cartes graphiques ne sont pas les seuls touchés. Beaucoup de secteurs de l'électronique et l'informatique sont plus ou moins en flux tendu en termes de production et ça peut déraper à tout moment. Ici, Intel sort une nouvelle génération avec toute leur gamme d'un coup, contrairement à AMD qui a sorti des processeurs un peu... déjà, ils n'ont pas sorti beaucoup de références et dans les premiers temps, il n'y en avait juste pas. Eux, ils sortent plein de références d'un coup, ils annoncent plein de stocks d'un coup, ils ont déjà baissé les anciennes générations en termes de prix, donc ils sont sûrs d'avoir le stock pour leur sortie. Et du coup, c'est intéressant, même si à l'heure actuelle, la 10e génération est encore un peu chère. La 9e génération a des prix vraiment très bas. On a des baisses sur le i5 et le i9 9e génération, des baisses plutôt correctes, hein. On est sur un i5 à 187 € et un i9 à 354 €. On a une maxi hausse sur le i7 9e génération, ça je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est les choses qui arrivent. La 10e génération ne bouge pas de prix actuellement, elle a déjà subi plusieurs semaines de baisse, donc c'est pas vraiment étonnant que ça baisse pas à l'infini. Il va falloir attendre la sortie de la 11e avec des stocks conséquents qui pourront à ce moment-là faire doucement chuter les prix de la 10e et encore toujours plus de la 9e. On attend, ça va être un grand test. Fin mars, on saura si déjà il y en a dans les rayons le jour de la sortie, plus de 2 minutes, et si on a une vraie disponibilité, un vrai respect des prix annoncés. S'il y a une disponibilité, il devrait. Donc c'est intéressant. Et on aura les réponses à la fin du mois. Du côté d'AMD qui a déjà sorti sa nouvelle génération. Eux, les prix c'est un peu plus compliqué parce que AMD a toujours des problèmes de stock. Ils sont toujours sous l'eau à ce niveau-là. Ils n'arrivent pas à tout alimenter, que ça soit au niveau des processeurs de bureau ou mobile, des cartes graphiques, du matériel pour les consoles next-gen, tout ça c'est dur à produire en même temps. Surtout dans la tension actuelle de production, notamment en termes de puces. Donc, c'est quand même pas mal. Déjà, maintenant, on a du stock, ce qui est déjà pas mal. On a, bizarrement, la plus vieille génération, les séries 2000, qui augmentent, et pas qu'un peu. On a plus 20 € sur le Ryzen 5 2600X, incompréhensible. Plus 4 € sur le Ryzen 7 2700X, ça c'est plus classique. Ensuite, on a les séries 3000, où là, on est à peu près sur le même prix, quelques euros de différence, mais rien de bien méchant. Et là, les derniers, les séries 5000, qui eux, sont toujours à des tarifs un peu élevés,
mais sont disponibles maintenant. On retrouve un Ryzen 5 5600X à 376 €, ce qui est un peu plus que la semaine dernière, mais 4 € de différence, ça change pas énormément. Ryzen 7 5800X aussi disponible, il perd 8 €, il se retrouve du coup légèrement en dessous des 500 à 492. Ça reste un peu cher, mais au moins on peut les acheter, ce qui est déjà pas mal et ce qui n'était pas le cas à leur sortie et pas mal de temps après leur sortie aussi. Visiblement, soit la demande s'est calmée, soit ils ont réussi à avoir un stock conséquent pour alimenter les magasins. Je ne sais pas, mais ils ont réglé leurs problèmes de stock sur les processeurs. On espère qu'ils seront capables de le faire aussi sur les cartes graphiques, parce que de ce côté-là, c'est totalement catastrophique. C'est vraiment, en termes de production, c'est catastrophique. On continue avec la RAM où on va moins rentrer dans le détail. Mais on va mettre un petit panneau rouge tout de même, parce que actuellement, quand on fait le résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière en termes de prix, ça va. Il s'est rien passé de grave, plutôt les mêmes prix, pas de vrais changements. Mais on voit popper depuis quelques jours plein de petits sons d'alerte de différents coins du monde, différents organismes qui disent attention, il se pourrait bien que dans les prochains temps, la RAM, notamment la DDR4, subisse des hausses pas forcément massives, entre 5 et 15% suivant les secteurs, le type de RAM, tout ça. C'est pas non plus massif, ça reste quand même conséquent. Si on prend 10% de hausse, ça reste conséquent. Mais surtout, de manière globale, ce qui serait un problème, ce qui ferait une hausse globale de la RAM, et même pour le matériel le plus accessible. Donc les marchés s'affolent un peu, la RAM ça va être à surveiller comme de l'huile sur le feu, parce que là franchement, je veux pas vous mentir, mais moi j'ai entendu plein de gens qui avaient peur, hein. Et plein de petits rapports de gens qui font des stats qui disaient ça sent pas bon. On verra. Pour l'instant, ça va. On a eu déjà quelques petites alertes avec plus de hausse que de baisse. C'est pas le cas pour du coup la semaine dernière, mais à surveiller de très très près. Et on finit avec le prix des SSD, et là, il en faut un quand même. C'est toujours régalade. On a des SSD à des tarifs toujours plus intéressants. On a des prix bas à peu près partout. Bien sûr, plus vous voudrez un stockage performant, plus vous le paierez cher. Mais tout de même, la technologie du SSD est devenue quand même relativement accessible, surtout si vous n'allez pas chercher les débits dernière génération jusqu'à 7000 ms, tout ça. Si vous restez sur des trucs plus classiques, on commence à avoir des prix vraiment intéressants. Encore une fois, le SSD est une technologie de stockage avec des débits très performants, mais qui reste plutôt cher en termes de prix au giga, là où les disques durs plus traditionnels restent le meilleur moyen de stocker des grandes quantités de données à des prix défiant toute concurrence. Bien sûr, vous sacrifiez la performance, mais on n'est pas sur le même prix, hein. Clairement, vous pouvez avoir pour moins de 100 € 2 Tera de disque dur pour du SSD. Laissez tomber, ça n'arrivera pas. Donc un bon moment si vous voulez acheter des SSD. Et en vrai, ça stagne depuis quelques temps, donc on peut se dire que c'est assez stable comme prix en ce moment depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est cool, il faut bien de la stabilité un peu dans quelques secteurs, hein, ça fait plaisir. On continue avec le traditionnel top 10 des ventes Steam de la semaine passée, donc du 15 au 21 mars, comme tous les lundis. Et là, pas beaucoup de changements, un peu déçu. Souvent, on a un petit nouveau, ce genre de truc. Ici, ça bouge pas trop. On voit les trucs qui marchent toujours bien. Valheim toujours grand vainqueur et number one sur le haut du podium
ici, suivi du Valve Index VR Kit et de GTA V. Ensuite, on retrouve Loupiro, que j'ai vu streamer sur Twitch. Je trouvais ça bien sympa comme petit jeu. L'idée est bien intéressante. Donc c'est pas mal qui se retrouve là. Et après, on a des plus gros noms avec CSGO, Red Dead Redemption 2. On a 2 fois Forza Horizon 4 qui vient de débarquer, qui a débarqué, du coup pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant sur Steam, qui reste plébiscité par les gamers de la plateforme Steam. On a Outriders, je vous avoue, je sais pas ce que c'est. Et on a toujours Tale of Immortal, le jeu qui est uniquement pour les Chinois, parce que uniquement disponible en chinois. Toujours dans le top 10, incroyable. Alors, franchement, celui-là, ça m'étonne. Je sais qu'ils sont beaucoup les Chinois, mais au point de maintenir un jeu à eux tout seuls dans le top 10 des ventes Steam Monde plusieurs semaines d'affilée, plutôt fort. En tout cas, pas de petits nouveaux, dommage. Peut-être la semaine prochaine. Moi, j'adore découvrir les nouveaux jeux. Je trouve ça incroyable. On passe à cette petite news qui m'a un chouïa trigger pendant le week-end. Je suis tombé dessus comme ça. J'étais sur les réseaux sociaux à scroller à l'infini comme beaucoup de gens. À totalement perdre mon temps, bien sûr. Et je suis tombé sur ce petit article qui mentionnait un démantèlement de l'ADSL d'Orange. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Et si, c'est vrai, ils ont bien commencé. Bon, c'est un peu le bêta-test. Hein. C'est clairement, on est ici sur une pré-alpha du démantèlement de la DSL prévu pour 2023. Donc on a encore un peu de temps. On est en région parisienne. Voilà. J'ai pas repris l'endroit exact, mais en vrai, on s'en fiche un peu. Il faut savoir, petit point historique, donc on parle ici du démantèlement de l'ADSL, c'est-à-dire du démantèlement des lignes cuivrées, ici aériennes, d'une petite ville de région parisienne. Des lignes qui ont été installées entre les années 60 et 70 pas pour l'ADSL, hein. Dans les années 60-70, pas d'ADSL, mais pour le téléphone, bien sûr. Ensuite, à partir des années 90, mais pas tout de suite non plus, on a commencé à utiliser l'ADSL jusqu'à arriver à tout le monde, toute personne disposant d'une ligne cuivrée pouvait avoir une ligne internet, une connexion internet, du coup pas haut débit, hein, parce que ADSL, même si après on est allé chercher des petites technologies qui étaient un peu plus performantes comme la VDSL, qui permet de doubler le débit, incroyable. Ça reste des débits théoriques jusqu'à 50 mégas maximum, bien loin de ce que peut proposer la fibre actuellement, avec des débits qui sont jusqu'à 1 giga, voire plus dans certains cas. Donc rien à voir. Il faut savoir tout de même, et c'est un point important, que là on nous dit voilà, ils sont prêts ici à enlever les lignes de cuivre. Ça veut dire que toutes les habitations actuelles ont été reliées par la fibre. Déjà, point important, parce qu'ils ne vont pas enlever les lignes de cuivre si les gens ne disposent pas de la fibre. Sinon, plus de téléphone, plus d'internet. Problématique. Donc voilà. Dans la suite de l'article, ils ont dit qu'il y a eu un petit peu de push des opérateurs pour inciter les derniers clients, parce qu'il y avait une centaine d'habitants qui n'avaient pas fait le pas de passer à la fibre, et du coup petite relance, hein, des opérateurs pour que ça se fasse. Et en fait, ça va être un des problèmes aussi. Il y a des gens qui s'en foutent, et des gens qui n'utilisent pas forcément internet, du moins qui n'utilisent pas un internet qui nécessite un haut débit.
Et ces gens-là, qu'on leur change, enfin faire des travaux, ils en ont pas envie, quoi. Donc ça va être un des problèmes. S'il y a eu petit push pour qu'on fasse une belle, un bel article et une belle campagne de com, bien sûr. Du coup, on rappelle le calendrier donné par l'État, parce que là, c'est vraiment en mode campagne de com. Hein. C'est début 2023, début du démantèlement des lignes de cuivre 2023. Bien sûr, on va commencer par tout ce qui est aérien, plus simple que ce qui est enterré. Et on nous prévoit une fin pas avant 2030, donc on nous laisse le temps. Bien sûr, d'ici là, il faudrait qu'on ait relié toute personne disposant aujourd'hui d'une ligne cuivrée. On devra les relier via la fibre. Donc beaucoup de travaux aussi à prévoir. C'est intéressant, c'est beaucoup plus de la com que de la réalité, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, et encore plus dans une grande commune, de démanteler les réseaux cuivrés parce que, encore une fois, il y a des gens qui s'en moquent totalement d'avoir la fibre. Et tant que ces gens-là seront présents, on se doit de leur laisser la possibilité d'avoir une connexion internet bas débit s'ils veulent, et surtout une ligne téléphonique. Donc, pas le choix, on doit leur laisser la technologie disponible. Ça va être, encore une fois, sûrement un appel de l'État aux opérateurs, aux fournisseurs d'accès à Internet, de pousser un peu leur clientèle à basculer pour ceux qui le peuvent. Il y a ça aussi, à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout éligibles à la fibre. Et c'est aussi un des trucs qu'il va falloir pousser, hein, parce que là, on se dit 2030 pour la fin, c'est dans longtemps, mais faire tous ces travaux, ça va prendre du temps aussi, donc faut pas attendre 2028 pour se dire faudrait peut-être penser à... Non, il va falloir vraiment pousser pour que la fibre aille vite, et c'est bien que de pousser pour que la fibre aille vite. Merci à toi, Prolapse fumant de Jackie, pour ton follow. Trop long comme pseudo. Et salut KitCash. Du coup, voilà, en campagne de com ici. Mais ça veut dire que on approche. Ça devrait devenir une réalité pour une partie des gens, notamment les premiers gens qui ont bénéficié les premières zones qui ont bénéficié de la fibre, plutôt que les premiers gens. Et j'attends, mais pas si simple. C'est pour ça que ça m'a un peu trigger. On continue avec des super annonces. En vrai, sur le papier, juste incroyable. On nous annonce comme ça, là, pif paf pouf, Microsoft qui nous dit les nouvelles Xbox, que ça soit la Series X ou la Series S, bénéficieront du Dolby Vision, et c'est déjà en test pour certains bêta-testeurs. Alors, déjà, l'information a l'air plutôt costaud, parce qu'elle nous vient de Forbes, qui est un truc de presse américain plutôt renommé. On nous dit ici que certains, d'ailleurs c'est un peu bizarre, mais plus ou moins certains, pas tous, membres du programme Xbox Insider Alpha, qui est un programme de test, de bêta-test des futurs, j'imagine des futurs logiciels, versions de système, mise à jour, tout ça des Xbox, et aussi j'imagine pour les développeurs, souvent les développeurs qui bénéficient de ce genre de trucs. Ils ont commencé à avoir quelques petits jeux qui étaient compatibles Dolby Vision. Alors, peut-être expliquer ce qu'est le Dolby Vision. Vous n'êtes peut-être pas au courant. On va commencer par expliquer l'HDR. Peut-être que ça va un peu plus vous parler si vous avez Netflix et une télé plutôt récente. Vous avez peut-être déjà vu le petit logo HDR au lancement d'un de vos programmes Netflix. L'HDR, c'est en gros un réglage particulier
en termes de colorimétrie, luminosité, contraste de votre téléviseur appliqué sur un contenu en particulier. Par exemple, un film ou une série Netflix, il y a des gens très performants, des ingénieurs de l'image, qui se sont dit, voilà, si on règle avec telle colorimétrie, tel contraste, et l'image de ce film sera encore plus agréable, encore plus belle, vous aurez des plus belles couleurs, vous aurez des plus beaux noirs, tout ça. Donc c'est le principe de base, c'est fait par des gens hautement qualifiés qui savent faire au mieux. Petit problème du HDR, c'est que c'est un réglage qui est fixe. Il se met en place au lancement de votre contenu, il reste toujours le même et il s'arrête quand vous arrêtez le contenu. Le Dolby Vision, lui, c'est l'HDR du futur, c'est-à-dire qu'il fait la même chose, il va vous appliquer des réglages particuliers mis en place par des génies de l'image, donc pour avoir une toujours plus belle image, sauf qu'en plus, lui, il va le faire varier, il va faire varier ses réglages en permanence pour en permanence vous afficher suivant le moment où vous êtes, parce que forcément, quand vous regardez une série ou un film, vous avez des moments où vous avez des scènes sombres, des moments avec beaucoup de lumière, du coup les réglages doivent être différents, et là il va en permanence ajuster les réglages pour vous faire bénéficier de la meilleure image en permanence, et ce peu importe votre écran, tant qu'il est compatible avec ces technologies, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut, par exemple pour Netflix, une télé plutôt récente. Même si maintenant le HDR est plutôt répandu sur au moins les télés récentes, les moniteurs c'est encore un peu différent, mais sur les télés récentes le HDR est plutôt répandu. Dolby Vision c'est déjà un peu plus haut de gamme, mais la promesse est encore supérieure, forcément. Et là où ça va loin, cette histoire sur les Xbox, c'est qu'on nous annonce une compatibilité potentielle avec tous les jeux. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas comment ils vont faire. Soit ils vont engager une armée de gens, ce qui n'arrivera jamais bien sûr, soit ils vont trouver un moyen de le faire faire par de l'intelligence artificielle ou un truc dans le genre, parce que sinon en termes de temps de travail, ça paraît infini. Mais on nous annonce que voilà, ça va être quasiment partout. Encore une fois, pour l'instant, c'est seulement en bêta-test, même si vous imaginez qu'à partir du moment où ils le lancent en bêta-test avec potentiellement des fuites d'informations, c'est que ça devrait arriver. En plus, c'est le genre de truc qui fait très Microsoft, et ils en avaient plus ou moins parlé, peut-être pas exactement ces termes, mais de ce genre de technologie compatible sur les dernières consoles. En vrai, ça a sa place, ça a plus que sa place. Ça représente du travail. Je suis pas sûr que ça soit aussi pertinent. C'est le seul truc où j'ai un doute. Je suis pas sûr que ce soit aussi pertinent que sur du contenu vidéo, mais ça peut toujours apporter un plus. Et là, on parle de quelque chose que vous aurez juste à cocher dans les réglages. Donc, ce genre de bonus, on le prend en général avec grand plaisir. C'est intéressant, c'est encore en test. Il faut attendre de voir ce qu'ils arrivent à faire. Ça peut être plus ou moins bien, qu'on se le dise. Mais difficile de penser que ça soit ça soit en trop, que ça n'apporte vraiment rien. J'ai du mal à le croire. Et ça apparaît vraiment dans la philosophie de Microsoft de mettre à disposition, comme le FPS Boost, de mettre à disposition des jeux avec une expérience toujours plus agréable, toujours plus belle, toujours plus fluide, même potentiellement sur des vieux jeux. Et ça régale. Ça régale. Vraiment, j'aime beaucoup cette news. Et maintenant, on passe à un peu de... On va râler un petit peu en tant que bon français. Déjà, je me dois de râler. Mais là, en plus, on va parler de cartes graphiques et d'une multitude de modèles encore annoncés.
Et bah, je peux que râler, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a pas dans les magasins, arrêtez d'en sortir. Ah, arrêtez, ça n'a pas de sens. Pourquoi vous faites ça? Non, en vrai, pourquoi vous faites ça? On va quand même les annoncer. On commence avec AMD. AMD qui nous tease un peu, nous dit voilà, on va avoir les 6500, les 6600, parce que pour l'instant, on s'est arrêté à la 6700 XT, qui est en plus de ne pas être disponible, était annoncé à 479 €, version MBA, donc de référence made by AMD. Et en vrai, il y en a eu 3 de vendus, elle coûtait 640 € à la place de 479. Enfin voilà, on s'arrête là, stop. Là on nous dit, oui, ça va arriver, peut-être, bientôt. Pas avant mai, voire juin, mais ça arrivera. Non mais à l'aide, vraiment à l'aide. Pourquoi? Eh, d'abord, mettez-moi un rayon avec plus de 10 cartes qui tient plus de 30 secondes. Et après, je vous dirai, ok, allez-y, sortez vos autres modèles. Mais là, si c'est pour refaire le même type de lancement avec 3 cartes à la sortie, et encore, 3 cartes, je suis gentil, hein, je soupçonne certains magasins de ne pas en avoir reçu du tout, hein, clairement. Ça n'a pas de sens. C'est juste de la frustration gratuite pour le consommateur. Ça fait des annonces et des sorties ratées. Enfin, il y a un moment, arrêtez d'aller dans le mur. On recule, on change de direction. Non, franchement, je vous avoue qu'il y a un moment, je comprends pas. On le fait une fois, ça marche pas. On le fait une deuxième fois, on se dit peut-être que ça marche toujours pas. Au bout de la 4e fois, on arrête. Non? Je sais pas, je m'énerve peut-être dans le vide comme ça pour rien, mais pour moi, il y a un moment où ça a même plus de sens de faire des annonces de futurs modèles alors qu'on n'est pas capable d'avoir une carte qui tient plus de 30 secondes en stock. Sans parler des 6900 XT qui coûtent 2 SMIC et qui restent aussi 30 secondes en stock. Donc, je sais pas. En tout cas, mon opinion là-dessus, ce n'est que mon opinion et ça n'engage que moi. Ce n'est clairement pas une bonne idée de faire ce genre d'annonce, de multiplier les références. Certaines marques de cartes graphiques custom ont déjà fait marche arrière en diminuant leur nombre de références pour essayer d'avoir un peu de stock de disponible. Mais pour moi, ils vont pas dans le... Non, ils vont pas dans le bon sens. Hein. Un autre petit modèle, ici, des cartes mobiles. Petite carte mobile qui régale. Non mais bien sûr qu'il ne faut pas acheter de carte graphique si vous n'en avez pas absolument besoin en ce moment. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont absolument besoin de changer leur carte graphique. Et pour eux, ils sont juste... c'est juste compliqué, quoi. Et clairement, je suis dans la même situation que toi, qui te cache. Je ne compte pas changer ma carte graphique tant qu'elle ne sera pas obsolète ou morte. Mais tout de même, ça m'attriste de voir si peu de stock. Et encore une fois, encore une autre référence. Ici, on est sur du mobile. C'est un monde un peu différent, le mobile, parce qu'il y a des engagements de prix. On ne sait pas exactement. Ici, on est sur un nouveau modèle, la 6800M, carte qui serait proche de la 6700 XT, donc une carte qui est censée être faite pour le 1440p, donc très performante, hein, clairement. Pas pour le 4K, mais très performante pour du Full HD et du 1440p. Pour le marché du mobile, c'est toujours une autre histoire. Comme on le sait aussi, AMD a un peu la tête sous l'eau à cause des consoles nouvelle génération où, encore une fois, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ont fait des contrats avec, que ça soit Sony pour la PlayStation 5 ou Microsoft avec les Xbox Series. Ils ont des contrats où ils se doivent d'assurer un certain nombre de livraisons tous les temps de temps. Et ça aussi, ça les met dans la sauce, hein, on le sait. Mais ils sont engagés. Et pour le mobile, c'est un peu pareil, parce que tu revends tes composants forcément à des
des assembleurs de PC portables qui, eux, vont les réutiliser. Et ça se passe à grands coups de contrats entre gros groupes où on ne peut pas trop se permettre de faire n'importe quoi. Là où tu peux, je pense, plus facilement arrêter d'approvisionner des magasins de vente au détail. Mais voilà, ils vont aussi sortir des cartes mobiles, donc encore une fois, il va falloir assumer. Il va falloir assumer, on veut bien avoir des annonces, mais il va falloir vraiment les sortir et les voir sur des PC portables, sinon on va râler. En tant que bon français, je me dois de râler quand il se doit de râler. On finit avec une dernière carte AMD, la 6700, donc la version un peu plus accessible de la dernière sortie qui est la 6700 XT, qui est très peu disponible à des prix indécents, mais très performante. Là-dessus, aucun problème, on a vu les tests. Parfait pour du 1440, incroyable pour du Full HD. Pour la 4K, c'est un peu chaud. Pour le ray tracing, c'est toujours pas ça parce que pas d'équivalent DLSS, donc le ray tracing est dans tous les cas trop gourmand pour n'importe quelle carte s'il n'y a pas une tricherie derrière. Cette version n'est pas du tout officialisée de la part d'AMD, juste il y a eu des petits leaks. Voilà, ici PowerColor qui a lâché la photo de pub. Dessus, on peut y voir déjà la référence qui est RX 6700 et pas 6700 XT. Donc voilà, et aussi le montant de mémoire dédié. Il n'y aura que 6 Go sur celle-là. Donc à voir la perte de performance liée à cette diminution de la mémoire dédiée. Encore une fois, elle n'est pas annoncée officiellement, alors qu'ils ont annoncé la 6700, enfin alors qu'ils ont lancé la 6700 XT et qu'on a déjà en route la 6500 et 6600. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Je ne me répéterai pas, mais pas content. On va faire le même pour Nvidia, hein, parce que quitte à taper sur l'un, autant taper sur les deux. Nvidia qui fait un peu mieux, mais en termes de cartes graphiques, ils font un peu mieux, certes, mais ils ont que des cartes graphiques, déjà petit point, là où AMD touche à tout. Ils font que des cartes graphiques, ils font un peu mieux, mais c'est pas génial, et on s'attendait à peut-être mieux, même si du coup, pour le coup, la demande en carte série 30 Nvidia est beaucoup plus importante que celle pour les dernières cartes AMD. C'est pas la folie, hein. Il n'y en a pas non plus en stock, les prix ont explosé, tout ça, et on nous annonce tout de même des nouveaux modèles. Des modèles qui en plus intéressent beaucoup de gens, et personnellement, ça m'étonne que voilà, ça soit un peu avec du retard, ces annonces, mais bon, c'est le cas. La 3070 Ti, peut-être une des cartes préférées des gamers, et la 3080 Ti qui est la carte ultime pour le gaming de chez Nvidia, là où la 3090 est censée être plus destinée à un public de professionnels. Ils sont pas trop embêtés, la 3070 Ti c'est une puce dérivée de la 3070, hein, voilà. Et la 3080 Ti c'est une puce dérivée de la 3080 ou de la 3090 qui ont les mêmes puces de base, enfin, qui ont tous les deux les mêmes références de puces. On nous parle de 12 Go sur la 3080 Ti, de 8 sur la 3070 Ti. On a ici le récapitulatif de ce qu'on attend dessus. Sans surprise, la 3080 Ti se trouvera entre la 3090 et la 3080 et la 3070 Ti entre la 3080 et la 3070. Voilà, il ne faut pas être Einstein pour s'en rendre compte et ça semble plutôt logique. En vrai, je suis pas contre. C'est bien d'avoir des gammes intermédiaires, mais toujours le même problème, hein, toujours pas de stock, toujours pas assez de production face à la demande, toujours des prix vraiment indécents, et ça, il faut le noter.
Et ça, c'est ce qui me fait le plus mal en vrai. Encore que les prix soient indécents sur les dernières générations, on peut à la limite le comprendre, mais que ça soit devenu indécent sur n'importe quelle génération, ça je peux pas le comprendre. Enfin, je peux le comprendre, mais je veux pas. Du coup, voilà, ça devrait arriver dans pas si longtemps que ça. On parle de mi-avril pour la 3080 Ti et fin mai pour la 3070 Ti. Encore une fois, pour moi, un lancement, une sortie avec un stock qui ne tient pas plus de quelques secondes ou dizaines de secondes, ce n'est pas une sortie réussie, ce n'est pas un lancement réussi. Si on crée plus de frustration chez le consommateur que de joie et d'intérêt, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À la fin, il y a des gens qui vont péter un câble. Donc on verra. On verra. J'espère, et ça j'en sais rien, j'espère qu'il y aura des cartes de référence des Founders Edition du coup chez Nvidia. Là où la 3060, ça n'a pas été le cas. Et du coup au niveau des prix planchers, c'était pas joli. Donc il faut les Founders Edition. Et j'espère que sur au moins la 30, en vrai sur les deux, mais au moins la 3080 Ti, une Founders Edition, c'est le minimum. Minimum. On finit avec les cartes graphiques sur le... Alors c'est quoi? C'est le Hash Rate Limiter. Voilà comment ils l'ont appelé. Le truc qui bride votre 3060 si vous en possédez une, si vous êtes l'heureux et chanceux propriétaire d'une 3060, pour miner de la crypto-monnaie, mais pas toute je crois, hein, que l'Ethereum. Donc voilà, ça reste quand même super ciblé. On en a déjà parlé plusieurs fois, il y a des gens qui ont trouvé des moyens, il y a Nvidia qui a lâché un driver en bêta qui l'enlevait si vous n'utilisiez qu'une carte. Apparemment, des gens ont trouvé une autre solution. Ils ont simplement branché un port HDMI sur chaque carte pour faire croire qu'elle n'est pas utilisée pour miner de la crypto-monnaie. Parce que oui, quand vous utilisez une carte graphique pour miner de la crypto-monnaie, vous ne les branchez pas à des écrans parce que ça ne sert à rien. Et il semblerait que juste en branchant, ça suffit à contourner le hash rate limiter et donc de débrider vos cartes. Ce serait même pas... ce serait juste vraiment brancher quelque chose, quoi. Ça devient... J'avoue que là, je suis un peu déçu par la protection d'NVIDIA. Mais n'empêche, malin, celui qui a pensé... Enfin, pas tant que ça, hein, parce que, effectivement, à partir du moment où on l'a vu la semaine dernière, Nvidia a fait l'annonce que voilà, la personne qui est gamer et qui a envie de miner de la crypto-monnaie entre deux parties de jeu a le droit, parce que voilà, ils n'ont pas le droit d'interdire. Et je pense que ça a donné des idées à certains mineurs de crypto-monnaie de tenter des petites magouilles dans le genre, et visiblement ça marche. Alors je vous avoue que moi, déjà, j'ai pas de 3060, déjà, donc je peux pas tester. Et en vrai, je serais pas allé tester, je m'en fous un peu. Mais on savait que ça allait pas tenir. C'est un peu marrant de savoir comment les gens trouvent le moyen de contourner les limitations. Et encore une fois, c'était qu'une question de temps, hein. Les petits malins qui minent de la crypto-monnaie, ils allaient trouver un moyen, dans tous les cas. On finit avec une masterpiece, un écran 4K 144 Hz de 43 pouces. Il a l'HDMI 2.1 pour vos consoles dernière génération. On est chez Asus, on est à un prix très très salé de 1800 $. On y retrouve tout ce qu'on veut, en vrai tout ce qu'on veut retrouver sur un écran dernière génération. Il régale, hein. En vrai il régale, il est très très propre, il est opti pour le gaming forcément, il est très très cher, mais c'est un peu l'écran que les possesseurs, encore une fois les heureux et chanceux possesseurs de consoles next-gen rêveraient d'avoir, parce que du coup là on va aller jusqu'aux limites de la console, on pourra atteindre on pourra afficher les 120 images par seconde
délivré par la console en théorie en 4K. Parce que je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle il y a encore beaucoup de jeux qui tournent en 4K à 120 images par seconde. Mais je dis peut-être des bêtises, hein, ça m'arrive. Donc voilà, un écran d'une régalade infinie, compatible avec tout ce que vous voulez. Mais très cher, quoi. Très cher, très cher. On aura aussi des versions 32 pouces et 28 pouces pour les gens qui ont moins de place. Mais en 43 pouces, c'est une télé, hein. C'est une télé, ça régale 4K, 144 Hz. De quoi vous mettre dans les meilleures conditions pour jouer à n'importe quel jeu si vous avez bien sûr une machine de guerre, soit une console next-gen, soit un PC, qui coûte très cher, pour bénéficier d'une telle résolution et d'autant d'images par seconde. Mais ça régale. C'est des trucs qui vont arriver de plus en plus, les moniteurs 4K. Ici, on est bien sur un moniteur et pas une télé, hein. Je le rappelle quand même, c'est différent. Disons, dans un moniteur, il y a bien moins d'électronique que dans une télé. Mais on a aussi des performances bien meilleures sur un moniteur que sur une télé pour le gaming. Donc c'est un peu le futur des moniteurs. On commence à en voir de plus en plus du 4K avec plus de 60 images par seconde. Ça reste des moniteurs qui sont très très chers encore à l'heure actuelle. Mais comme on a vu pour les écrans des télés, où maintenant une majorité de télés vendues sont 4K, on va y arriver aussi pour les moniteurs, c'est sûr. Il faut aussi laisser le temps aux machines de pouvoir gérer cette 4K. Parce que bon, si c'est pour mettre un PC qui ne gère pas du tout la 4K et qui sera en PLS la plus totale pour afficher quoi que ce soit en 4K, c'est mort. Je parle même pas de jeu, hein. La 4K reste exigeante, suivant le matériel que vous avez. Donc voilà, vous avez devant vous l'avenir du moniteur PC pour le gaming et du 4K 144 Hz, ça fait plaisir. 1800$, ça fait moins plaisir. Voilà, c'est fini pour notre premier point actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous pouvez faire des retours, je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera demain pour la suite de l'actualité hardware. Merci d'avoir regardé.